France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Qui suis-je ? Bonjour à tous. Qui suis-je ? C'est une question que les autres posent, disait Mahmoud Darwish. Des images de Palestine loin des clichés. Le club accueille aujourd'hui Elias Sambar, écrivain, traducteur, ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO, président du conseil d'administration du Musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine. Et le photographe Raed Bawaya. L'exposition Ce que la Palestine apporte au monde, dont Elias Sambar est commissaire, vient d'ouvrir ses portes à l'Institut du monde arabe à Paris. Elle est à voir jusqu'à la fin novembre. Elle nous emmène dans les valises de Jean Genet, mais aussi dans des paysages d'hier et des photographies de rue d'aujourd'hui. On va tenter ensemble de répondre à cette question. Qui suis-je ? Ou plutôt, qui sommes-nous ? Ensemble jusqu'à midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc, Corinne Amar et Anouk Delfino, préparée par Sacha Mattei. À la réalisation, Félicie Faugère avec Jean Guillain, Mège à la technique. Bonjour Elias Sambar. Bonjour. Bonjour et bonjour à vous Raed Bawaya. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Si je vous demande comment ça va Elias Sambar, est-ce qu'il est possible que vous me répondiez en arabe par du goudron, traduit littéralement ? Qu'est-ce que ça signifierait ? L'expression est très courante en arabe quand les choses sont mauvaises, dures au niveau quotidien. La réponse c'est zift. Zift veut dire goudron, donc la noirceur. Ça veut dire ça va pas. Ça veut dire que ça va pas, ça veut dire qu'elle est noire. C'est la noire. Mais vous savez, il y a le même mot dans un mode magnifique de musique au Portugal, qui est le saudade. Saudade veut dire, vient de l'arabe, de sauda, qui veut dire la noirceur du cœur. Et le zift, c'est aussi une forme de saudade par rapport à des gens qui vivent sous occupation, dans une injustice flagrante quotidienne. Mais, comme vous le disiez déjà, avec cette exposition, ça va très bien parce que cette exposition montre à quel point nous sommes bel et bien vivants et à quel point nous sommes toujours, je dis toujours parce que ça ne date pas d'hier, porteurs d'une obsession de la culture. Nous sommes obsédés par la culture. Ça se voit moins depuis longtemps parce que le conflit est là, qui un peu recouvre d'autres aspects de la vie, mais cette donne de l'identité palestinienne n'a jamais cessé d'exister et de se manifester. Donc cette exposition, c'est fondamentalement dire que ce qu'on montre, c'est la culture. Mais cette exposition, elle nous montre justement du goudron, c'est-à-dire la réalité, parfois dure, parfois sombre, mais aussi des plumes. Parce qu'il y a une part de rêve aussi à travers ce que les artistes présentent dans cette exposition. Raed Bawaya, comment vous allez ? Je vais très bien, merci. On essaye. C'est pas toujours, mais on essaye d'être bien. On essaye parfois d'oublier, de faire oublier pour pouvoir continuer et faire les choses. Et cette exposition qui ouvre au monde plus de 400 fenêtres sur la Palestine. Et voilà, et montre que la Palestine est encore existante et elle montre beaucoup. Continue à faire le chemin qui a choisi le chemin de la culture et exprimer à travers la culture autre chose qu'on voit habituellement. On se voit habituellement dans le monde. Voilà. Et elle montre beaucoup de visages de la Palestine, d'hier. Beaucoup de visages diversifiés de la Palestine, de la culture, de la société palestinienne et de l'autre, de la société palestinienne, surtout l'être humain de la Palestine. Pour cette exposition, vous avez rassemblé des images de Palestine. Elles ont plus d'un siècle pour certaines, ou à peine plus d'un an pour d'autres. Elles dialoguent entre elles dans une même langue, c'est la photographie. Ce médium, il permet beaucoup. Quand est-ce que vous avez choisi, Raed Bawaya, de vous saisir d'un appareil photo et de faire de la photographie votre langue ? C'était la photographie pour moi, ou plutôt l'appareil photo, la machine comme machine que je connais dans les marchés de la vieille
de la vieille ville de Jérusalem quand j'étais en France. J'avais 10 ans que ma mère m'a envoyé là-bas pour vendre des raisins, pour pouvoir amener un bout de besoin de la famille, notre famille nombreuse. Et là-bas, c'est mon rêve, pas de photographe, mais de connaître le médium, de découvrir cet appareil. Et la nuit, dans les marchés là, de vieille ville de Jérusalem, parce que comme vous le connaissez, la vieille ville de Jérusalem, c'est la ville touristique le plus visitée par les touristes. Et voilà, c'est cet appareil que je rencontrais et je l'ai vu avec toutes les masses de touristes qui sont venus visiter la ville sainte. Et là-bas, ce désir, il a né avec moi de découvrir cet appareil photo, de le connaître, et le désir qui était très difficile à réaliser, très difficile à toucher, parce que voilà, je suis né dans une famille sans moyens. Donc voilà, ce rêve, j'ai porté jusqu'à l'âge de 30 ans, et où j'ai commencé à faire des études, commencer mes études photographiques à l'école de photo à Jérusalem. Voilà, et maintenant, vous avez toujours ce boîtier sur vous? Oui, maintenant, voilà, donc je suis... j'essaye, voilà, à travers mon appareil photo, à travers la photographie, voilà, je Vous essayez de voyage. quoi? De témoigner, de montrer, de raconter? Je aussi, de témoigner, je voyage pour témoigner, de raconter, mais aussi, bon, moi, la photographie, c'est un recherche sociale à travers la photographie. Mon appareil photo, voilà, c'est un objectif, c'est un moyen pour faire la recherche sociale à travers la photographie, pour pouvoir montrer l'autre. Il y a effectivement 2 regards présentés dans cette exposition. Un regard plutôt orientaliste, Elias Sambar, avec une trentaine de clichés qui ont quelque part figé une certaine idée de la Palestine à l'époque, Oui. cette idée d'une terre sainte, immuable. Et puis, alors ça, ces vues-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était plutôt des photos en noir et blanc qui sont passées à la couleur grâce à un procédé qu'est le photochrome. Et puis, un regard contemporain avec des photographes qui racontent la vie quotidienne en Palestine aujourd'hui. Vous faites dialoguer ces 2 registres d'images, mais vous êtes reparti là encore du choix de la photo. Pourquoi, Elias Je vais Sambar? vous dire, il y a une chose fondamentale, et j'ai un énorme plaisir à écouter Raed. Raed était venu me voir il y a quelques années à l'UNESCO, quand j'étais encore ambassadeur. Il commençait son travail. Et j'avais été, mais littéralement, époustouflé par la beauté des clichés qu'il avait apportés et qu'il me montrait. Nous n'aurions pas eu l'occasion, et c'est une chose très importante à dire aujourd'hui, nous n'aurions pas eu l'occasion d'aborder ces territoires, l'image, la photographie, la poésie avec la voix de Derwish, les arts graphiques, la peinture, ainsi de suite. Nous n'aurions pas eu l'occasion de le faire s'il n'y avait pas eu une forme d'hospitalité assez exceptionnelle à l'Institut du monde arabe. Souvent on me dit pourquoi tu ne l'as pas fait avant, parce qu'il fallait bien qu'il y ait quelque part un accueil. Et donc ce projet de musée est enfant de cet accueil, et c'est une chose qui nous touche beaucoup, énormément, et il faut dire, il faut le reconnaître, nous avons une grande gratitude pour l'accueil que nous a réservé Jacques Lang. On va en parler si vous voulez bien. Oui, Juste non, j'y parce passe. que Non, c'est non, intéressant, c'est la question aussi du musée qui se pose à travers je ça. vais y Ouais. arriver, parce que ça n'est pas commun. Parce que souvent, la question qu'on me pose, c'est pas seulement l'image, c'est qu'est-ce que vous avez à montrer. Ce que j'ai à montrer, je l'ai depuis longtemps. Mais pour la première fois, j'ai l'occasion de le montrer. C'est ça qui est important à mes yeux. Au niveau de l'image, bien entendu qu'il y a un travail au XIXe siècle de figer une terre, de l'enfermer dans des textes ou dans des théologies ou dans des croyances. Et c'est ainsi que commence la préparation du fameux slogan de la terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc tous ces clichés, et ils sont très dangereux parce qu'ils sont très beaux. Ces photos du 19e sont extrêmement charmeuses, pas charmantes, vraiment charmeuses. Et elles ont beaucoup contribué à asseoir cette réalité, parce qu'il y a des personnages dans ces images, mais vous les voyez comme des vestiges, des restes de quelque chose, et un vide.
Et j'ai voulu les mettre en confrontation un peu avec toute la vitalité, pas simplement la vie quotidienne aujourd'hui, toute la vitalité créatrice d'un mouvement aujourd'hui de photographes auquel participent beaucoup de femmes palestiniennes, et c'est une chose très belle aussi, qui est un regard créatif, nouveau, et surtout qui n'est pas uniquement, vous posiez la question à Raed, qui n'est pas uniquement une illustration du conflit, qui est leur vie quotidienne. Complètement. Et on va Oui. en illustrer, on va illustrer ce point-là avec quelques-unes des photos et des photographes présents dans cette exposition. Mais juste, Elias Sambar, quand vous dites ces images sont charmeuses, moi j'entends peut-être aussi dangereuses aussi derrière ça. En quoi? Ces clichés du 19e? Parce qu'elles sont très belles. Et donc? Parce que c'est une très belle terre. Et donc? Et qu'elle a toujours été une terre cible, pas simplement pour des raisons religieuses. Mais elles ont été assujetties à une thèse. Il faut que vous sachiez, à l'époque où se font ces photographies, le grand mouvement qui va notamment, qui est sous la pulsion de l'Église d'Angleterre, plus que les autres, donc les anglicans, décide lui-même de s'appeler une croisade pacifique. Ça n'est plus la guerre, mais c'est quand même une croisade. Et c'est vrai que ça a repris, et bien sûr avec souvent des très mauvaises surprises. Par exemple, quand vous voyez dans les textes des voyageurs leur dépit, quand ils constatent que les chrétiens palestiniens ressemblent aux musulmans palestiniens, que les musulmans palestiniens ressemblent aux juifs palestiniens, et que tout ce monde ne ressemble pas à l'image idyllique qu'on essaye de montrer dans les photos. Et bien sûr, il y a eu la peinture aussi orientaliste. Donc il fallait à tout prix montrer cet écart entre un pays fictif et un pays réel. Un pays fictif et un paradis perdu peut-être aussi. Moi, j'ai très peur des paradis perdus. Ils ont fait le lit de toutes les dictatures. Vous savez, toutes les dictatures parlent d'un âge d'or. À l'époque où tous les peuples étaient parfaits, où il n'y avait pas d'étrangers parmi nous pour nous souiller, où nous étions purs, il y a la pureté dans l'idée de ces situations d'origine. Moi, ça me fait très très peur. En tout cas, c'est un élément qui a été utilisé par tous les despotismes. Non, il n'y a pas de pureté. Ça n'existe pas, il y a des choses très belles. Tous les peuples sont complexes. Dans tous les peuples, vous avez à boire et à manger, si je peux m'exprimer ainsi. Cette idée idyllique des paradis perdus est très dangereuse. C'est pas un paradis perdu, mais c'est un pays qui était très beau, qui est toujours très beau, malgré tout ce que fait l'occupant. Je parle du mur, des destructions. La nature est en train d'être très, très ravagée. Aujourd'hui, et souvent avec des interlocuteurs israéliens, je leur dis, moi je me pose une question. Ce pays dans lequel vous êtes en train de faire ce que vous faites, est-ce que vous l'aimez vraiment? Vous êtes sûr que vous l'aimez pour lui faire subir toutes ces destructions dans ces collines, dans ces vallées, dans ces paysages, dans son image? Son image. Et j'espère qu'elle ne sera pas immuable. Encore une fois, je ne suis pas à la recherche de retrouver l'image antérieure de la Palestine avant l'occupation ou avant la destruction. Vous comprenez? Ce qui m'intéresse beaucoup, et toutes les salles de cette exposition, j'espère, seront le reflet de cela, c'est le goût de la vie. Oui, mais il y a des oliviers qui sont peut-être plus vieux que vous aujourd'hui en Palestine, et eux aussi, c'est important qu'ils aient un avenir. On comprend bien cette idée-là. Il y a parmi ou dans cette exposition des voix importantes aussi de la culture palestinienne contemporaine. Certains vivent encore là-bas, d'autres sont en exil. On peut citer Annie Zourop, qui a grandi à Rafah, puis à Naplouse, puis Jenin, puis Ramallah, avant de venir s'installer à Paris, et qui a fait justement de cette question du goudron, qui a ouvert notre discussion, une série, puisque le goudron, c'est aussi pour lui une matière particulière avec laquelle il travaille, il peint, et à travers laquelle il questionne l'identité, parce que c'est un peu le fil conducteur aussi de toutes vos photographies. Raed Bawai, il y a au début de ce cycle de l'exposition des photographies de vous, avec cette série à caractère autobiographique que vous avez imaginée. Je vais essayer, Raed Bawaya, de ne pas écorcher le nom de cette série, puisque c'est en fait le numéro de votre carte d'identité, ID 92 55 96 611. Voilà pour les numéros, les chiffres qui la composent. Et cette série à vous de photos, elle retrace en réalité la condition des travailleurs palestiniens qui sont sans permis en Israël et qui régulièrement doivent traverser cette frontière, au péril aussi, au péril parfois de leur vie. Ils doivent la traverser pour y gagner leur vie. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette série ?
Comment est-elle née surtout? Oui, en fait, merci. En fait, cette série, voilà, elle est née dans une cellule de prison à Jérusalem. Et c'était une journée ordinaire, où je me suis réveillé à 5 heures le matin, comme je faisais pendant 3 ans, pendant les durées de mes études à l'école de photo à Jérusalem. Et je commençais mes études à l'école de Jérusalem au début de l'année de 2000. Quelques mois après, la deuxième intifada a commencé et le passage. Et après, le gouvernement israélien il a appliqué une loi d'interdire la citoyenne palestinienne d'entrer en Israël, dans le territoire israélien, notamment à Jérusalem-Est. Et c'était mon cas. C'était une journée ordinaire où je me suis réveillé à 5 heures le matin, traversant 3 montagnes pendant 2 heures, 2 heures et demie, pour pouvoir arriver avec... parce que, heureusement, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, mon village natal est situé sur la ligne verte qui sépare le territoire palestinien, le territoire palestinien du territoire israélien. Et de l'autre côté du territoire israélien, il y a un autre village mitoyen palestinien qui s'appelle Abu Ghosh. Et traversant la rivière Abu Ghosh, au village Abu Ghosh, puis prendre le bus jusqu'à Jérusalem pour assister à mes cours de photo à l'école de photo à 8 heures. Et quelques centaines de mètres avant d'arriver à mon école, j'étais arrêté par un point de contrôle de la police de frontières israélien, spécial israélien. Et c'était un checkpoint surprise, voilà. Ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé mes papiers. Et là, ils ont découvert que je suis palestinien, originaire, citoyen de la territoire palestinien. Et voilà, ils m'ont amené aux prisons. En prison, pendant 2 semaines, où j'ai passé 2 semaines en prison pour une seule cause, et simple cause, que j'étais étudiant à l'école de photo. J'ai fait mes études à l'école de photo. Et le projet des travailleurs palestiniens, légaux palestiniens qui travaillent et vivent en Israël pendant leur mission de travail, le plupart d'eux, c'est des travailleurs qui travaillent dans le bâtiment, la construction. C'est-à-dire traverse à cette époque, c'était avant la construction du mur, c'était la frontière, en fait, la frontière entre le territoire palestinien et le territoire israélien, c'était quelque chose d'abstrait, c'était quelque chose d'artificiel, c'était la ligne verte, mais il n'y a pas de ligne verte, c'est un territoire. Et par exemple, cette photographie qui est présente dans l'exposition, elle est photocopiée en noir et blanc pour pouvoir vous la présenter, qui date de 2003. Ces hommes qui sont comme presque cagoulés ou avec des sacs plastiques sur la tête, qui sont en train de marcher traverser un paysage plutôt aride, qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, cette photo, ça témoigne du passage des étudiants en école à côté de la colonie israélienne dans la région de Gush Etzion, à côté de Bethléem. Le moment que j'ai pris cette photo, c'était une journée dans un matinée, et la pleuvait, et voilà, c'était ce sac de plastique, des sacs poubelles en fait, pour le protéger de la pluie de la matinée, pour pouvoir traverser comme je vais dire, cette frontière artificielle, invisible entre les deux côtés. Voilà. Une exposition consacrée à la Palestine, ce que la Palestine apporte au monde, avec nos 2 invités aujourd'hui, le photographe Raed Bawaya et Elias Sambar, écrivain commissaire de cette exposition à voir à l'Institut du monde arabe à Paris. Yeah. Wallahi, it ain't girls like you out here in the West. I know I've been away, but I'm coming back home. No need to stress, baby.
All I know is to be Palestinian is to always rep where you come from. Except when you're in line at the customs. Told her she can meet me up in London. She let me cause I came from Gaza with love. But I feel like it's always from Gaza with love. If they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين أحسن ساي وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continuez à parler, on vous entend pas. 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 Somebody tell Bella Hadid, let's change out to Abdul Hamid. Now I mean to come off too strong, بس الأصل فلاحي, I'm planting the seeds. Yeah, I need, I could get you what you need, but I hate it when the texts go green. Do you miss me or did you leave, baby? Came from Gaza with love, but I feel like it's always from Gaza with love. If they had it their way, we would never go back. From Gaza with love, baby. فلسطين أحسن ساي وبنت بلادي عجباني. فضلكم احكوا مش سامع. Continuez à parler, on vous entend pas. أن نعبر عن الأمل ولكن Peut-être que je ne cherchais pas de façon explicite à exprimer الأمل كان l'espoir, نتيجة عملية شعرية. mais l'espoir est né de l'affaire poétique elle-même. لأنه أخطر ما يهدد الفلسطينيين الآن هو Parce que فقدان الأمل. probablement que la plus grande menace aujourd'hui qui pèse sur les Palestiniens, c'est le désespoir, la perte de لأن l'espoir. اغتيال الأمل لدى الفلسطينيين هو دفعهم إلى Parce اليأس. que tuer l'espoir, c'est pousser les Palestiniens à des situations de وعندما désespoir يدفع aigu. مجتمع ما إلى اليأس. Et quand une société est acculée au تكون désespoir, مدمرة للذات وللآخر. le résultat est autodestructeur et destructeur également de l'autre partie. ويبدو أن الشعر أقوى من الشاعر. Et il semble que la poésie soit en fait infiniment plus forte que le poète lui-même. الشعر هو الذي أعطى الشاعر أمل مش بالعكس. مش Et الشاعر finalement, الذي يعبر عن الأمل. c'est la poésie qui donne l'espoir au poète. C'est pas le poète qui exprime son espoir dans le poème. لأن للشعر منطق بحث عن الحياة. Parce que la poésie a sa propre logique de quête de la vie. Oui, on pourrait dire comme Mahmoud Darwish, pareil de la culture, hein. Il y a au sein de la culture une propre quête, une quête d'espoir aussi. C'est cette exposition et c'est sa force, c'est qu'elle aussi entre la réalité et le rêve, entre hier et demain aussi, Elias Sambar, avec à la fois, vous l'évoquiez, des représentations quand même assez décalées par rapport à cet imaginaire qu'on peut avoir des territoires palestiniens aujourd'hui, celui des destructions, celui aussi d'une forme d'enfermement. Vous montrez à travers les photos notamment de Mahen Hamad une jeunesse en vie, vivante, sur des skateboards par exemple. Lui, il est né en 1992, sa famille est partie vivre aux États-Unis quand il avait 2 ans et on voit à travers ces photos des corps et encore des corps en vie et en mouvement. Et puis il y a cette salle consacrée au poète Mahmoud Darwish, la salle du poème, la bien nommée, avec des aquarelles, des calligraphies, qui porte sa poésie, une poésie qui pourrait presque rejoindre celle de Saint-Levant, dont on vient d'entendre un extrait, From Gaza with Love. C'est une chanson ode à l'endroit où il a vécu les 7 premières années de sa vie. Une enfance à Gaza. C'est un enfant de la diaspora palestinienne, comme beaucoup des photographes que vous avez rassemblés dans cette exposition. Il vit aujourd'hui à Paris et il vient de sortir son premier EP après avoir fait connaissance avec son public sur les réseaux sociaux. J'en reviens juste à Mahmoud Darwish, à cette lecture de Éloge de l'ombre haute, poème épique, documentaire que vous présentez dans l'exposition, dans sa voix, et qui va rencontrer une salle à côté, celle d'une autre figure de la littérature qu'on n'imaginait pas forcément là, c'est Jean Genet. Expliquez-nous pourquoi, Elias Sambar. L'espace consacré à Jean Genet, qui apporte le titre Les valises de Jean Genet. Vous savez, Jean Genet n'a jamais eu de lieu fixe. Il a vécu toute sa vie en déplacement volontaire. Nous avons été forcés au déplacement. Il n'était pas volontaire, lui était en déplacement volontaire. Et Jean Genet, 15 jours avant sa mort, a remis à Roland Dumas 2 valises qui contenaient un peu des bouts de papier, des choses griffonnées sur des journaux, des débuts de projets de scénarios, des papiers. Et ces 2 valises qui sont un vrai trésor déjà pour connaître l'œuvre et surtout l'immense écrivain. Donc Genet est là à titre d'écrivain et à titre d'ami de la Palestine.
Il n'est pas l'un ou l'autre, il est dans les deux. Et donc, ces 2 valises avaient été remises par Roland Dumas à l'IMEC, qui est à Caen, donc l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine. L'expo avait été faite, mais elle est tombée pile poil avec la Covid, la pandémie. Elle a duré quelques jours et plus personne n'a vu ce travail. Donc quand nous avons commencé à organiser un peu cette exposition à l'Institut du monde arabe, j'avais pris contact avec Albert Dichy, et donc l'exposition de Caen est également venue rejoindre l'exposition palestinienne, mais nous y avons ajouté, puisqu'ils étaient là, tout ce que nous avions fait comme travail à la revue d'études palestiniennes, puisque c'est à la revue d'études palestiniennes que Genet avait donné son texte 4 heures à Shatila au lendemain du massacre. Donc vous avez un peu tous les papiers de Genet avec beaucoup d'images et beaucoup de documents, mais également tout ce que la revue palestinienne a fait autour de Genet. Et là, il y a une phrase que j'avais reçue sur un bout de papier d'écolier, un carnet à ressort, de la main de Jean, de Genet, dans lequel il dit « On me dit que j'aide les Palestiniens, quelle sottise, ils m'ont aidé à vivre ». Et c'est l'essentiel de ce lien. Et ce qui est très beau, c'est que le poème de Darwish est en écho avec le texte de Genet. Ils sont écrits au même moment. Et les deux sont provoqués, suscités par le massacre. Donc c'est une tragédie qui produit un grand texte de la littérature, voilà, un grand poème. Ouais, écrit en 83, 4 heures à Shatila, tout comme Éloge de l'ombre haute par Mahmoud Darwish, publié d'ailleurs à titre posthume par Actes Sud dans un recueil intitulé « Nous choisirons Sophocle et autres poèmes ». Il nous reste 1 minute, Elias Sambar, juste le temps de dire quand même que cette exposition abrite 2 musées virtuels. Réellement un projet encore, ou un musée encore virtuel, pensé par le collectif Awaf, qui voudrait voir implanter à Gaza ce musée. Pour l'instant, il est dans le cloud. C'est un espace qui abolit les frontières. C'est une belle utopie, ce musée nuage qui revisite le patrimoine palestinien. Et puis, cette exposition, elle abrite aussi votre projet de musée, celui du futur musée national d'art moderne et contemporain de la Palestine, qui est hébergé à Paris pour l'instant à l'Institut du monde arabe et qui verra, vous l'espérez peut-être bientôt le jour, à Jérusalem-Est. Et tout ça, vous le disiez, cette idée d'accueil sans appropriation, cette idée d'hospitalité pose la question de l'appartenance des biens. Et c'est passionnant. Pour l'instant, ils sont accueillis là-bas, Elias Sambar, et cette exposition. Un dernier mot ? Cette exposition, si on veut la résumer en un mot, quand on me dit qu'est-ce que vous apportez au monde, nous avons enfin l'occasion de donner notre visage, c'est-à-dire nos traits personnels, notre figure. Et c'est cela donc qui nous était interdit pendant très longtemps. Merci beaucoup à vous, Elias Sambar. Merci 1000 fois, Raed Bawaya. Du nord au sud, à ne pas manquer aussi la très belle exposition de l'une des pionnières de l'art algérien, parce qu'il y a aussi ce dialogue entre les territoires palestiniens et l'Algérie qui se joue dans votre exposition. Baya, une héroïne algérienne de l'art moderne. Cette expo, elle a migré de l'Institut du monde arabe à la Vieille Charité à Marseille jusqu'au 24 septembre.